Nous passons maintenant à notre dernier intervenant de ce matin, Ivailo Kalfin, qui est à présent un ancien député européen, mais il a une longue expérience dans de nombreux domaines. Il avait travaillé dans tout le processus d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne. Et je vois que, actuellement, depuis 2014, vous siégez dans le groupe de haut niveau sur les ressources propres. Donc vous explorez toute une série de nouvelles possibilités pour des ressources propres de l'Union. Et j'en parle parce que sans le budget, on ne peut rien faire. Oui. Si l'on n'a pas de ressources, on n'a pas de budget, effectivement. Et M. Kalfin a été rapporteur sur la protection des infrastructures d'information critiques. Il va nous parler des réalisations de prochaine étape en route pour une cybersécurité mondiale. Nous savons que c'est une question très importante. Plusieurs questions ont déjà été posées qui vous concernent en fait, donc nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre invitation. Et je suis très heureux de pouvoir être invité à ce séminaire de l'Association des anciens membres. Parler de la cybersécurité, c'est un véritable défi. En effet, les questions se présentent et se multiplient beaucoup plus vite que les réponses que l'on arrive à trouver. Je sais que pendant de nombreuses années, la cybersécurité, c'était un sujet de discussion très intéressant au niveau européen, mais rien dans les traités ne permettait d'intervenir en la matière. Et je me souviens que ma collègue Thérèse Maldonado, qui était ma coordinatrice en commission ITRE et qui essayait de convaincre les collègues qu'on ne pouvait faire que des rapports d'initiative sur la sécurité. Et je comprends aujourd'hui combien vous aviez raison, Teresa, à l'époque. Car quand je vois ce qui est intervenu entre-temps, on voit que la cybersécurité est devenue une priorité, non seulement dans le programme législatif de l'Union européenne, mais également dans les interventions au niveau mondial et dans les relations entre l'UE et les partenaires mondiaux. Alors il y a plusieurs législations à ce sujet dont je vais vous parler rapidement. J'ai été très intéressé ce matin d'écouter l'exposé du commissaire King, quelqu'un de très actif, de très visionnaire. Et il a identifié la cybersécurité comme une condition sine qua non pour que le marché intérieur puisse se développer et pour le développement de l'ensemble de l'Union. Alors pourquoi était-il difficile de parler de cybersécurité et pourquoi est-ce toujours le cas? Eh bien parce que la cybersécurité n'est pas uniquement liée à la défense. Aux États-Unis, par exemple, et de plus en plus en Europe, on voit que on fait le lien entre la cybersécurité et les organismes de défense, les organismes militaires. On fait également le lien avec les menaces terroristes, dans le débat sur la cybersécurité, avec les menaces criminelles. On fait également le lien avec les intrusions dans la vie privée qui ne sont pas forcément illégales d'ailleurs. La cybersécurité représente un risque potentiel pour l'accès aux gros volumes de données et pour constituer des bases de données considérables sur l'ensemble des personnes. Donc on a tendance à cloisonner la cybersécurité en disant, bon, voilà ce qui relève de la défense, voilà ce qui relève de la sécurité, du terrorisme, de la protection de la vie privée ou de tout ce qui concerne la sphère personnelle. Donc, il y a cette approche cloisonnée qui a posé problème. Le deuxième problème, c'est que le numérique se développe extrêmement rapidement. Et si l'on essaie de réglementer le domaine du numérique, le risque est que l'on crée des entraves, des obstacles à son épanouissement.
Donc, il faut pouvoir réglementer, mais avoir la juste approche qui respecte les droits des personnes, qui tienne compte des menaces de sécurité légitimes, tout en permettant aux entreprises d'innover. Il faut qu'elles puissent continuer de se développer, de s'épanouir. Et c'est un problème qui se pose toujours, quelle que soit la législation qui est examinée en matière de cybersécurité. Ce seront toujours plus ou moins ces mêmes considérations qui seront rappelées. Alors je vais, pour ma part, vous parler des risques dans le domaine de la sécurité, cybersécurité, et de parler des deux législations dans l'Union européenne, l'une qui va entrer en vigueur et l'une qui a été proposée il y a quelques mois par la Commission européenne, et l'on s'attend que début 2018, le Parlement et le Conseil entament leur débat à son sujet. Mais bon, tout d'abord, les principes et menaces générales. Quand on parle de protection et de risque en matière de cybersécurité, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'événements ponctuels. On ne peut jamais considérer que ça y est, le travail est fait, on a résolu les risques de cybersécurité et que l'on peut passer à autre chose. C'est un travail continu et il faut comprendre que quoi qu'il arrive, on participe à une sorte de compétition. Il y a le développement de la technologie. Certaines technologies sont à la portée de personnes malveillantes. Et ensuite, il y a la nécessité de légiférer, ce qui est particulièrement compliqué, notamment au niveau de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que en cybersécurité, il n'y aura jamais de protection à 100%. L'objectif, c'est la résilience, c'est de limiter les dégâts potentiels et de donner la possibilité de reprendre le travail le plus rapidement après une attaque, après une cyberattaque. Alors quiconque s'attendrait à une protection à 100%, parce que l'on va parler de certification, eh bien, risque d'être déçu. Et ensuite, la cybersécurité, c'est une question mondiale, et si l'on ne coopère pas avec les partenaires, les parties prenantes en dehors de l'Union européenne, en dehors de notre bulle, eh bien, on pourra faire du bon travail. Et je ne suis pas en train de suggérer qu'il faut attendre que ce soit l'initiative mondiale qui soit lancée, parce que c'est très difficile de mobiliser tout le monde. Mais en tout cas, cela ne permettrait pas de faire face au problème d'Internet, qui est un réseau mondial. Alors si l'on essaie de réglementer les menaces ou les technologies au niveau européen, eh bien, il y a toujours les autres entreprises du reste du monde. Et parfois, on peut coopérer avec elles, parfois non. L'ONU essaie, par exemple, de travailler dans le domaine, et l'Union internationale des technologies commence à débattre la possibilité de réglementer les domaines d'Internet, notamment le domaine .eu. Donc il y a ces possibilités de coopération, mais certains États, certains gouvernements sont complètement fermés à l'idée de coopération. Prenez l'Arabie saoudite, la Chine, la Russie, la Turquie, et vous verrez qu'il y a beaucoup de restrictions sur l'utilisation d'Internet. Et ce sont des réglementations intérieures à chacun de ces pays. Et la cybersécurité, c'est un domaine où l'on voit qu'il y a une interaction publique et privée. Et en fait, le secteur public a une meilleure coopération par rapport à une banque privée. Lorsque vos données privées sont vos données privées sont entre les mains d'un banquier, il va essayer de vous convaincre que vos données et votre argent sont en sécurité. Et les banquiers ont tendance à ne pas attendre la réglementation. Ils essaient d'offrir des services sécurisés parce que c'est un élément qui va assurer leur compétitivité. Et par contre, quand les pouvoirs publics veulent réglementer, ils ne peuvent pas agir de manière autonome, ils doivent négocier avec les opérateurs. Une autre particularité, c'est que la cybersécurité, cela concerne tout le monde. Pas juste les administrations publiques, pas juste les entreprises, c'est vraiment tout le monde. Quand on va à des séminaires, on entend
des conseils pratiques. On nous dit il faut éteindre l'ordinateur quand on ne s'en sert pas, il faut essayer de supprimer les cookies de temps en temps. Et avec des mesures assez simples, chacun pourrait mieux se protéger sur son ordinateur personnel. Donc, quoi que l'on doive faire, cela implique tout le monde. Alors, vous nous disiez un peu plus tôt, que fait-on quand on invite dans une petite agglomération Eh bien, de toute façon, nous sommes tous dans le village mondial et nous sommes tous concernés par Internet. Alors, quels sont les arguments en faveur d'une coopération très forte dans la cybersécurité? Eh bien, c'est très simple. Il y a des perceptions différentes de l'intensité de la menace en fonction des États membres. Et on voit que certains États membres qui ont déjà développé un système de protection de cybersécurité ne veulent pas le donner à l'Union européenne. Je pourrais parler de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, qui ont des normes de protection très robustes en matière de cybersécurité. Et ces pays sont assez sceptiques dès lors qu'il faut traduire cela en politique européenne. Pourquoi cela? Eh bien parce que leur point de vue, c'est que nous avons notre sécurité intérieure. Internet, c'est quelque chose de mondial. Mais nous avons notre protection, nous en sommes contents. Et que va-t-il se passer si on commence à partager cela avec les autres États membres? Et ce que craignent ces pays, c'est que le niveau commun va être un nivellement par le bas, le plus faible niveau de sécurité entre États membres. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, certains pays affirment, comme c'est le cas maintenant, comme par exemple pour l'agence ENISA de sécurité d'Internet, l'agence a un mandat très restreint. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'on ne donnerait un mandat que pour quelques années pour une agence européenne? Et ensuite on dira, on fait le point et on verra si on continue ou non. Cela montre très clairement combien il faut encourager la coopération au plus haut niveau et ne pas avoir une coopération minimale. Il faut vraiment aspirer au niveau le plus élevé. Alors, s'agissant de la législation, eh bien, il y a la directive sur les systèmes d'information qui doivent être transposés pour avril 2018. Et ensuite, à partir d'avril 2018, les États membres auront un délai de 6 mois pour décider quels sont les acteurs, les entreprises, qui seront concernés par cette directive. Quel sera en fait le champ d'application au niveau national? Et c'est un domaine qui a avancé très lentement aux institutions européennes, la question de savoir qui l'on veut réglementer. En matière d'Internet, je dirais qu'il y a 2 catégories d'entreprises qui sont réglementées. Tout d'abord, il y a les prestataires de services essentiels, donc les entreprises de services publics, de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, les entreprises dans le domaine des transports, qui proposent les grandes infrastructures d'Internet, les infrastructures financières. Donc ces entreprises doivent être réglementées. Mais qu'en est-il de ce qu'on appelle les prestataires de services numériques? Qu'en est-il de Google? Qu'en est-il de Yahoo, qui donne la possibilité de vous servir de services de courrier électronique? J'ai commencé par des entreprises américaines, Amazon par exemple, qui vend des biens en ligne. Est-ce que l'on doit s'impliquer de leur travail en matière de cybersécurité? Est-ce que l'on doit les réglementer? Voilà le genre de questions que l'on se posait au moment de l'élaboration de la directive. Bon, maintenant, on en est arrivé à une définition. Chaque État membre aura une certaine marge de manœuvre pour voir quelles seront les entreprises qui seront incluses ou non, mais en tout cas, il y a au moins une définition. Et puis, une autre initiative, c'est le réseau de sécurité européen, très important. Chaque pays a son unité, qui est l'unité de réaction aux incidents sur Internet. Quoi qu'il arrive dans le domaine numérique, cette unité sera chargée de réagir. Donc, il y aura
quelqu'un a appelé si un incident se produit en Allemagne, en Bulgarie, en Roumanie, pour savoir que s'est-il passé avec votre système. Et ensuite, le réseau commence à travailler. Et ce réseau fonctionne sous l'égide d'ENISA dont je vous ai parlé. Et chaque État membre doit adopter sa propre stratégie de cybersécurité. Chaque État membre doit coopérer, notamment dans le cadre du groupe de coopération, comme il est appelé, qui fournit un travail commun d'analyse. Et alors, un autre élément qui a grandement retardé le travail sur cette directive, c'est ce qu'on appelle le rapport d'incident. Vous savez qu'il y a le problème d'Uber actuellement. La commissaire Jourova travaille d'arrache-pied sur Uber. Et l'on sait que, concrètement, un grand volume de données a été volé de la base de données d'Uber, qui l'a signalé plus d'un an après. Alors si cela vous inquiète, mais parfois le problème ce n'est pas tant des données individuelles, mais plutôt le volume de données qui ont été volées, eh bien le rapport d'incident qui aurait dû être fait en l'occurrence est d'une importance cruciale. Mais quand doit-on faire ce rapport? Un des arguments de Microsoft était le suivant. Nous proposons des patchs régulièrement pour nos produits, des réparations. Et si vous voulez que nous signalons l'incident avant que l'on propose la réparation, tout le monde sera au courant, et donc cela va aggraver la situation. Et par contre, si l'on fait le rapport d'incident après la réparation, une fois que qu'on a colmaté cette fuite, eh bien, il y aura peut-être trop de temps qui se sera écoulé. Donc voilà quel est le débat. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ce qui montre combien parfois il est difficile de répondre aux intérêts de toutes les parties prenantes dans le monde numérique. Et qu'en est-il des sanctions? Qu'est-ce qui est prévu dans la directive en cas d'infraction aux éléments de la directive et à la règlement national ensuite? Eh bien, ces sanctions seront décidées au niveau national, pas européen. Mais la directive prévoit que les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Donc nous allons voir comment cela fonctionnera. Alors il y a également certains éléments intéressants dans l'organisation de la directive qui est assez simple à expliquer. Il y a les points de contact nationaux. Donc quoi qu'il arrive, on doit savoir quel est le numéro de téléphone à composer pour le responsable de la cybersécurité dans un autre pays. Donc on peut les contacter, échanger des informations. Il y a un rôle accru des agences européennes. Il y a différents types de coopération à différents niveaux. Voilà donc la directive qui est en cours de transposition et nous allons voir comment les choses se passent à partir de l'année prochaine. Et quand on voit le temps qui s'écoule entre la proposition législative et la transposition, eh bien, le monde aura changé de manière très significative. Et donc, l'année prochaine, quand elle va commencer à entrer en vigueur, je ne sais pas si elle sera adéquate pour faire face aux menaces de ce moment-là. Et ensuite, il y a une autre législation, ce qu'on appelle le paquet cybersécurité, proposé par la Commission européenne en septembre 2017. Et c'est un paquet en deux parties. Tout d'abord, une partie sur l'agence européenne, ENISA, et une deuxième partie sur la certification. Je vais vous présenter rapidement ces deux parties. Tout d'abord, le règlement ENISA. J'étais encore député européen lorsque le mandat de l'ENISA avait été prolongé. Alors je le répète, ENISA est une agence à mandat limité. Pourquoi a-t-on choisi cela particulièrement dans le domaine de la cybersécurité? Eh bien bon, là j'ai essayé de vous donner ma propre explication. Mais à l'époque, la discussion principale portait sur le siège d'ENISA. Il y a beaucoup d'autres missions qui pourraient être confiées à cette agence européenne, mais ce qui inquiétait le plus les gens dans ce débat, c'est de savoir si ENISA devait être sur l'île de Crète, où elle se trouve maintenant, et donc quels étaient les liens de communication. Est-ce qu'on ne devrait pas prévoir un bureau à Athènes, à Bruxelles? Et donc, il semblait que le moment n'était pas venu de prendre des décisions fondamentales sur ENISA. Mais maintenant, je crois que ce moment est arrivé. ENISA est la seule agence
qui existe dans ce domaine et qui doit être très active et à qui on doit confier des compétences pour qu'elle puisse faire du travail efficace au niveau européen. Alors il y a un accord maintenant. Espérons qu'il n'y aura pas de limitation supplémentaire du mandat d'ENISA. Et le mandat actuel arrive à expiration en 2020. Et ensuite, il y a un élément qui est très contesté par les États membres, en particulier les États membres qui ont déjà des systèmes de protection robustes en cybersécurité. L'idée est d'avoir la possibilité d'intervenir plus facilement en cas de cyberattaque. Et il faut que ENISA puisse intervenir plus rapidement, puisse être mobilisé. Pour l'instant, ENISA sert à échanger des informations, à communiquer des bonnes pratiques, à fournir des informations au public. ENISA n'a pas la possibilité d'agir en cas de crise. Et l'une des propositions consiste à lui donner ce droit. Alors vous avez vu que vous aurez peut-être remarqué que le Parlement européen a organisé une audition à ce sujet et l'un des responsables des services de sécurité allemands a déclaré officiellement qu'il ne voulait pas confier des missions à l'ENISA de gestion de crise en cas d'alerte. Et la réaction de la Commission était que tout ce qui sera fait le sera avec le consentement des États membres. Mais il faudra voir comment le débat va évoluer. Alors il sera très intéressant de voir quel est le rôle que l'on confie à ENISA. On verra dans quelle mesure l'Union européenne est prête à renforcer sa coopération, est prête à se doter des instruments lui permettant de faire face aux menaces en matière de cybersécurité. Au cours des négociations, il faudra répondre à différentes questions. Tout d'abord, qui réagit en cas de cyberattaque? À qui faut-il la signaler? Il y a plusieurs problèmes d'ordre juridique. Il faut savoir que dans ces cas-là, il faudrait communiquer certaines informations sensibles de défense pour les États membres, ce qui déplaît à certains États membres. Quand est-ce que les informations seront divulguées? Le seront-elles d'ailleurs même? Et je crains que plus si on commence à être opaque, cela risque de compliquer les choses. Plus on est transparent, mieux on pourra travailler. Quelle sera l'articulation avec l'Union pour la défense? Nous allons devoir voir comment les choses se passeront, mais je sais que dans certains domaines, nous ne sommes pas prêts à aller très loin en matière de coopération, surtout pour la cybersécurité. Il y a également d'autres questions. Alors, il y a la coopération entre les services de recherche qui doivent réagir et quel est leur degré d'efficacité. Mais enfin, en bref, à propos d'ENISA, il sera très intéressant de voir quel sera le niveau d'ambition. Et il devrait y avoir une déposition de négociation du Parlement et du Conseil d'ici la fin de la présidence bulgare, soit à l'été 2018. Et ensuite, il faudra voir quelle sera l'évolution en matière de coopération à la défense. Et je suis certain que nous allons suivre cette évolution de près. Il faudra fixer les bonnes priorités. L'objectif sera la résilience des systèmes numériques. Espérons que le renforcement des capacités nationales ne sera pas ensuite relégué au second rang à partir du moment où certaines responsabilités auront été transférées. Et il y a la deuxième partie des négociations qui sera très intéressante pour tous ceux qui s'intéressent à la question, c'est l'acte sur la cybersécurité. La Commission européenne a eu une excellente idée visant à certifier des produits et des services à partir du moment où il y a des preuves informatiques. On a ce système de certification pour certains produits, mais cela n'existe pas
systématiquement au niveau de l'Union européenne. Et la question, c'est de savoir si l'Union européenne est prête à faire ce bond qualitatif pour arriver à une certification au niveau européen. Car quel que soit le type de service, de biens, de logiciels que l'on reçoive, il pourrait y avoir une certification selon laquelle des normes de cybersécurité minimum sont respectées. Alors, il y a des bonnes pratiques dans certains États membres, en Allemagne, France, en Italie. Dans ces pays, des agences nationales donnent ce type de certification. Mais au niveau européen, quel est le problème? Eh bien, pour avoir une certification, il faut avoir une norme. Et le problème est de savoir qui va rédiger ces normes, quelles sont les normes que l'on utilise pour ensuite servir de certificat ou de label. Deuxièmement, que va-t-il arriver si l'on a des processus de certification nationaux en concurrence avec les certifications européennes? Le commissaire King en a parlé ce matin. Soit on s'en remet à l'Union européenne, comme pour l'ENISA, comme le prône la Commission européenne, ce qui signifie que l'on n'aurait pas de double système de certification au niveau national de ce qui aurait déjà été certifié au niveau européen. Les entreprises appellent un tel système de leur vœu, mais les États membres sont plus réticents. Encore une fois, parce qu'ils font plus confiance à leurs dispositions nationales en matière de cybersécurité plutôt qu'au travail au niveau européen. Alors la question de la certification va être une question très importante. Alors, dans cette fameuse audition au Parlement européen, les entreprises ont fait une intervention qui était très intéressante, à laquelle je vous invite à réfléchir. Elle disait qu'il pourrait être assez simple de certifier un produit en particulier et de dire que pour un laps de temps donné, ce produit est en conformité avec des normes de sécurité. Mais que se passe-t-il en cas de mise à jour de ce produit? Pensez au système d'exploitation que vous avez, Microsoft ou autre. Microsoft n'arrête pas d'envoyer des patchs, notamment suite au virus WannaCry. Et à partir du moment où l'on a pu déjouer le virus WannaCry, eh bien, les systèmes d'exploitation avaient été améliorés. Alors, faut-il à nouveau les certifier? Comment? Par qui? À quel coût? C'est très important. Et on parle beaucoup de l'Internet des objets. Mais là aussi, il pourrait être possible de faire de certifications individuelles, par exemple de votre ordinateur de bureau. Mais à propos de l'Internet des objets, l'objectif, ce n'est pas de certifier individuellement chaque produit, mais de savoir comment on se sert du cloud. Donc, on ne veut pas certifier les différents maillons du cloud. L'idée, c'est de certifier là où sont envoyées les informations, dans les centres de stockage de ces données. Alors, certaines entreprises peuvent le faire, mais je ne dirais pas qu'il y a systématiquement une certaine expérience dont on dispose et sur laquelle on peut s'appuyer pour la certification. Et c'est cela qui va faire que la discussion promet d'être compliquée. Et, autre dilemme, l'exercice devra-t-il être facultatif ou obligatoire? La Commission voudrait un exercice obligatoire, ce qui est une bonne approche, parce que, avant de voir ce qu'il va intervenir avec cette incertitude, il ne serait pas une bonne idée de créer quelque chose au niveau européen, d'avoir un délai de mise en œuvre, alors que pendant le même moment, les États membres garderaient leur système de certification nationale et on se retrouverait avec des certifications multiples qui n'est vraiment pas ce dont veulent les entreprises sur le marché. Alors, si l'on veut y arriver, mais je crois qu'il faudra que les États membres, le Conseil, fassent preuve de courage et fassent confiance à l'Union européenne pour réaliser ses missions. Alors, il faudrait ensuite que cela soit facultatif, il faudrait que cela soit basé sur le marché. Cela ne devrait pas représenter une contrainte administrative supplémentaire pour les entreprises. Il faut que cela soit harmonisé, neutre sur le plan technologique, pour ne pas privilégier l'une ou l'autre des technologies,
Lorsque l'on proposera la certification, il faudra que l'agence ENISA soit au centre de la coopération et il faut que les différentes parties prenantes soient impliquées. Les États, les entreprises, les différentes institutions, les chercheurs, le grand public. La certification doit se fonder sur une analyse du risque et on devrait faire la distinction entre la certification et les labels, parce que parfois on fait des amalgames. La certification précise qu'un problème remplit certaines normes minimum de cyberprotection. Par contre, un label explique le produit. Ça n'est pas la même chose et parfois on a tendance à confondre les deux. Alors, je pense que il faut avoir des labels et si l'on est plus ambitieux, il faut aussi avoir une certification. Alors, la grande question actuellement dans l'informatique, c'est le règlement sur la protection générale des données. Alors, il s'agit donc de règlement sur la protection générale des données. I missed the GDPR. So this is a big hassle for the. Il s'agit là d'un problème considérable pour les entreprises. Quiconque doit travailler sur Internet doit respecter ces règlements. Donc, il faut avoir la technologie en place, il faut avoir dépensé suffisamment d'argent, il faut avoir les bons instruments. Alors, si quelqu'un vous attaque, il faut avoir les bonnes informations pour se défendre. Alors, imaginez pour les entreprises, il serait très bon d'avoir des produits certifiés qui permettraient de protéger les données. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Avec une certification européenne, on pourrait renforcer la confiance et cela permettrait alors de baisser les coûts pour les consommateurs que de ne pas avoir les doubles processus de certification au niveau national et européen. Et pour y arriver, il faut harmoniser les normes nationales et en arriver à des normes européennes en matière de cybersécurité. Et cela s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale. Il faudrait avoir des normes mondiales. Mais là, des normes mondiales sont extrêmement difficiles à faire passer. Voilà donc quels sont les défis, voilà ce qui va animer les débats dans les mois à venir. Les projets de la Commission sont très intéressants et très ambitieux. Et si les États membres peuvent trouver un accord avec le Parlement et peuvent mettre sur pied des normes de sauvegarde de cybersécurité au nom de l'agence, et s'ils créent un processus qui n'est pas trop lourd mais qui aide les utilisateurs dans les entreprises, eh bien l'Union européenne sera beaucoup plus compétitive comparée au reste du monde. Merci beaucoup. Thank you for this analysis. Merci pour cette analyse en profondeur. Il y a énormément de défis à relever. Qui souhaite intervenir? Monsieur Beaupuy. Moreland. Yeah. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous avons parfaitement compris combien ce sujet est complexe, difficile. Dès votre première phrase, vous nous avez ajouté un supplément d'inquiétude en nous disant que les questions vont plus vite que les réponses. C'est très dangereux, cela. Avant de vous poser une question, je voudrais vous faire part de mon intérêt sur le dernier point que vous avez traité, les certifications. Dans ma vie professionnelle, pendant 20 ans, j'étais expert en management de la qualité avec la certification mondiale ISO 9001, largement connue maintenant, et en environnement ISO 14000. Cela a duré pendant plus de 10 ans pour que nous arrivions effectivement à obtenir à l'échelle mondiale une norme qui soit acceptée par tout le monde.
on prend conscience évidemment de la longueur du temps qui n'est pas en rapport avec les dangers dans le cadre de la cybersécurité. Moi, je ne peux que vous encourager et encourager tous les acteurs à arriver à dépasser les querelles personnelles, nationales, politiques, commerciales pour arriver rapidement à cette certification des produits et des services. Ma question, et qui est à cheval entre votre intervention et l'intervention de notre collègue précédent. Si l'on veut vraiment traiter ces problèmes de sécurité, c'est bien de les traiter quand il y a eu du piratage, quand il y a des problèmes, mais ce serait mieux de les traiter à la source. Or, l'on sait qu'à l'échelle mondiale, actuellement, nous avons des milliers de jeunes ingénieurs tout à fait compétents en matière informatique et autres, qui sont bien mieux payés par la mafia et autres concurrents et autres États désireux de pouvoir intervenir, donc publics ou privés, qui peuvent payer très largement de jeunes ingénieurs pour faire le mal. Donc ma question, est-ce que, avec vos collègues, avec la Commission, vous pouvez nous dire s'il y a des actions qui sont entreprises pour démanteler ces réseaux à la source? Merci. Robert Moreland, followed by Monica Baldi. Moreland. Ensuite, Madame Baldi. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les réticences des États membres à passer au niveau européen. Mais le gros problème, finalement, n'est-ce pas une question de confiance? Mais courriels sur Yahoo, par exemple, ont fait l'objet de piratage. Et il y a cette question de sécurité qui préoccupe les Britanniques. Alors, on nous dit que l'on cède beaucoup de prérogatives aux autres États membres, mais il y a des cas où on ne peut pas le faire parce qu'on ne sait pas à quoi on aboutira. Souvenez-vous qu'ensemble, à l'époque, nous sommes allés dans une réunion aux États-Unis. Ça n'avait rien à voir avec les gamins qui gèrent les États-Unis aujourd'hui, c'était des adultes à l'époque. Et c'était une question qui nous ramenait à la question de la démocratie. Et à l'époque, on avait évoqué les pirates, la cybersécurité. N'est-ce pas cela le problème que vous avez évoqué, Madame Baldi? Ensuite, Manuel Porto. Presidente, benvenuto. Merci. Bienvenue. Monsieur Kalfin. Tout d'abord, une question personnelle. Depuis 2 mois, mes ordinateurs ont tous connu des problèmes. J'ai eu des problèmes d'ordinateur, d'iPad, enfin, tous les problèmes possibles. Des informaticiens sont intervenus, mais on n'a pas réussi à régler le problème. Et donc, j'ai encore de gros problèmes technologiques. Mais le citoyen européen, comment arrivera-t-il à se défendre? J'ai fait les mises à jour, on m'a répondu sur une ligne en portugais, je comprends le portugais, j'ai eu de l'aide, enfoui, tout est parti en autre boudin en quelque sorte, et il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors je ne sais même pas si c'est une attaque, je n'en sais rien. Mais un simple citoyen européen, à qui peut-il s'adresser indépendamment aux autorités italiennes? On a les carabinieri, on a la police d'Internet qui existe, mais à qui s'adresser? Je reviens à la question des certifications. C'est un point très important, surtout sur le flux d'informations, mais également sur le produit en tant que tel. Bien entendu, j'ai dû acheter de nouveaux appareils. Je n'ai pas de certification. J'ai acheté du nouveau matériel pour ne pas être déconnecté. Mais
Je n'ai pas reçu ces certifications. Personne ne m'en a jamais parlé. Puis dernière question. I giovani ingegneri e sull'informatica. On a parlé d'ingénieurs, d'informaticiens. Est-ce que on pourrait accéder à des professionnels qui sont éthiquement sûrs, qui n'ont pas de lien avec les criminels, la cybercriminalité, les mafias, etc. Donc comment peut-on s'adresser à de vrais professionnels et avoir la certitude qu'ils ne sont pas liés à une entreprise criminelle? Oui, il faudrait peut-être parler de voodoo, cyber-voodoo. Manuel Porto et Franco Malherbe ensuite. Merci et toutes mes félicitations. Je voudrais rappeler que vous avez été membre du groupe à haut niveau sur les recherches. Il y a 25 ans déjà, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu ce même poste. On a rédigé à l'époque, on a édité un texte sur cette question de Mario Monti, donc ça remonte à loin. Nous voyons que le budget de l'Union chaque année se réduit 0,98. J'ai lu l'excellent rapport de 2014-2016. J'ai vu les documents de la Commission sur l'avenir de la défense. On parle de terrorisme, de cybersécurité, etc. Mais très franchement, voilà ma question. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement augmenter les budgets? Et je ne pense pas qu'on puisse réduire les budgets pour des politiques structurelles. Ce sont les meilleures politiques chez vous, chez nous. On ne peut pas les réduire. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager, puisque vous êtes un excellent expert, ne pourrait-on pas envisager de faire face à ce problème grâce au budget communautaire aujourd'hui à la... Franco Malherba. Franco Malherba. Ensuite, Brigitte Langenhagen. Oui, merci, Président. Je vais revenir à ce qui a été dit à l'OCDE sur la cybersécurité. Et c'est la délégation américaine qui défendait fermement l'Internet ouvert. Et le grand avantage de ces réseaux, ce sont tous ces renseignements, cette interaction qui peut créer de nouveaux savoirs, de nouvelles valeurs, une nouvelle richesse. Cependant, il y a probablement des limites. Ce qui m'amène au cryptage. Vous vous souvenez de cette affaire criminelle où Apple n'a pas voulu donner les clés de décryptage d'un appareil qui était essentiel pour les forces de l'ordre. Vous vous souviendrez du débat à l'époque. Et la législation que vous évoquez répond-elle à ce type de questions? Birgit? Dankeschön. Ich komme noch einmal auf den Merci beaucoup. Je voudrais à nouveau revenir sur la question des délais, des calendriers. Alors, à l'époque, j'avais travaillé sur Galileo en tant que rapporteur. Et il avait fallu 4 ans avant que cela puisse être bouclé. Et Galileo devait être terminé en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tellement de questions sur le calendrier, sur les délais. Alors, nous avons entendu des informations très intéressantes sur les infrastructures, mais il ne faut pas non plus renoncer à ce que disent les experts. Mais ensuite, quand le processus législatif est lancé, eh bien, la réalité de la société civile a largement dépassé les projets législatifs. Alors, là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que ce sont des fous qui décident d'aller assassiner d'autres personnes. Non, c'est vraiment d'autres facteurs, mais en tout cas, cela va bien au-delà. Dans la société, il y a beaucoup plus de choses qui se passent et il faudra savoir comment l'on peut intervenir, faire face, et ce, dans les différents États membres.
Et la deuxième question, c'est de savoir comment nous pouvons inclure la société, dont ne pas créer juste un Erasmus militaire, mais créer une sorte de cyber-Erasmus. Nous devons créer des possibilités d'avoir davantage de liens entre États. Merci. Les étudiants? Hi, thank you so much for... Oui, merci, Maria Kafkari. Je suis étudiante à la George Washington University, ici à Bruxelles. Alors, quels sont les efforts du Parlement pour contrôler le dark web et où des malwares ont été librement distribués et ont provoqué des attaques? And I will add a question. Et moi, j'ai une question. Savez-vous s'il y a des hackers anti-Poutine en Russie? I don't have the telephone numbers, but certainly. Je n'en sais rien. J'avoue que... Non, mais c'est une bonne question. La Russie est un des exemples, un grand pays qui restreint l'accès au réseau global, Internet et autres, ce qui me ramène à la question de M. Malherbe sur le réseau ouvert et la défense de celui-ci. La seule possibilité de développer Internet, c'est d'avoir des réseaux ouverts. Si on veut un Internet, il doit être ouvert. Vous avez des exemples dans un certain nombre de pays qui essayent de les fermer. L'Arabie Saoudite a son propre Internet. En Corée du Nord, on me dit que le réseau qu'ils utilisent n'est pas non plus relié au monde externe. Vous avez des acteurs étatiques et non étatiques qui réduisent l'usage, l'accès à Internet et Backweb, c'est un réseau limité, donc on a un élément de réseau restreint, utiliser ceux que nous connaissons et dans lesquels nous croyons, et puis vous pourriez peut-être l'utiliser. Et on a une inclinaison à utiliser le Blacknet, qui est largement utilisé par les islamistes et qui d'ailleurs font du travail très convaincant parce qu'ils donnent des perspectives aux jeunes en leur disant vous pouvez devenir quelqu'un d'important, vous pouvez faire quelque chose de bien pour la société, et ils utilisent justement ce réseau qui n'est pas ouvert à tout un chacun. Donc ils ciblent leurs interlocuteurs pour diffuser leurs informations. En Chine, oui, j'y reviens. Mais lorsque vous créez un réseau restreint, fermé, on perd la beauté que représente le réseau global. Donc s'il y a une grande valeur dans l'Internet, c'est sa valeur, sa globalisation. Et je sais que dans l'Union internationale des télécoms, ils envisagent de réglementer les noms de domaine. Certains pays veulent établir des règles particulières et cela pose toute une série de problèmes. Donc techniquement c'est possible, mais à ce moment-là, on dévoie en quelque sorte l'objectif et l'intérêt d'Internet. Et puis, les services et tous ceux qui traitent de renseignements suivent effectivement de très près ce qui se passe sur Internet. Quel que soit le système que vous créez, on ne peut jamais le rendre totalement hermétique, à moins que ce soit entre vous et moi et que personne d'autre ne serait intéressé par cette conversation. Mais chaque système peut être piraté et c'est un petit peu comme une serrure. Certaines serrures sont plus longues à crocheter et d'autres plus simples.
Donc, il faut mettre en place des politiques pour ceux qui sont importants, qui représentent un grand intérêt public pour que vous ayez beaucoup plus de mal à pénétrer dans le système et pour pouvoir le détecter à temps. Et tout cela est lié aux possibilités de suivre l'évolution du développement des services. Et puis, tout un chacun, à ce moment-là, peut faire l'objet d'une cyberattaque. Madame Bali a dit, mais à qui s'adresser alors? En général, on s'adresse à la police. Dans chaque pays, c'est la police qui compte une cyber-unité, une cyber-équipe. Mais au niveau gouvernemental, ce qui est important, ce sont ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Bon, si quelqu'un pirate votre téléphone, ce sera une grande gêne pour vous, mais la société ne s'arrêtera pas. Mais si on bloque le système de fourniture d'électricité, les transports publics, un barrage, aujourd'hui tout est devenu numérique et on risque de provoquer effectivement en fait on peut carrément parler d'armes qui pourraient attaquer ces systèmes qui sont de grand intérêt public. Et donc les régulateurs dans la plupart des pays travaillent sur ces réseaux critiques et c'est une bonne chose que l'Union européenne, au-delà des efforts nationaux, en quelques années ait nettement progressé dans la protection des réseaux, des infrastructures critiques importants, cruciaux compte tenu de l'impact majeur sur une grande part de la population. Et c'est vrai que les choses vont très vite et c'est une législation qui est critique, mais n'oubliez pas que c'est une technologie qui évolue très très vite compte tenu entre autres de l'intelligence artificielle qui va multiplier le rythme de développement de ce secteur parce que nous avons de plus en plus d'ordinateurs qui réfléchiront à la place des individus et donc on aura de plus en plus également d'objets interconnectés, de plus en plus de big data et donc tout cela augmente également de façon exponentielle les menaces. La réponse n'est pas de dire mais on attend de voir venir, non. Il y a des moyens pour contrecarrer ces menaces et donc il y a un juste équilibre qui doit arriver entre le développement de la technologie, son utilisation négative et les intérêts de la société. Et c'est cela qui est important parce qu'on ne peut pas tout simplement d'attendre que les choses évoluent, de se croiser les bras parce que en face les choses bougent très vite. Et s'il y a bien quelque chose que je suivrai de très très près, c'est l'utilisation qu'on fera de l'intelligence artificielle qui va véritablement créer des relations complètement bouleversées dans la société, des instruments, des outils technologiques qui, à long terme, risquent de conduire à des conséquences négatives pour les personnes. Alors, quoi d'autre? Monsieur Porto, je suis ravie que vous ayez travaillé sur le volet budget. Alors, la cybersécurité et le budget sont deux sujets très intéressants et je pense que l'Union européenne en est encore à un stade où on a commencé avec de grandes ambitions politiques, mais lorsqu'il s'est agi d'ouvrir les cordons de la bourse, on a revu à la baisse ces ambitions. Et je pense que ça alimente l'euroscepticisme compte tenu du fossé qui existe entre les déclarations des dirigeants et la réalité et les mécanismes de mise en œuvre. Bon,
dans mon pays, c'est clair, mais n'oubliez pas on oublie très souvent que l'administration européenne représente moins de personnel que l'administration des plus petits États fédéraux de l'Allemagne. Et donc, il y a la défense, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité qui ont été évoquées ici aujourd'hui. Et on a besoin de financer ces activités. Et sous la présidence de Mario Monti, à l'époque, nous avions décidé de nous pencher sur les secteurs où l'Europe crée une véritable valeur ajoutée. La cybersécurité, je pense, est bien un de ces domaines typiques où on fera beaucoup plus au plan européen qu'au plan national, la cybersécurité, le terrorisme, etc. Donc il vaut mieux dépenser cet argent au niveau européen plutôt qu'au niveau national. Mais encore une fois, cela nous ramène à la question de la confiance. Et on doit avoir confiance dans le bon fonctionnement du système. Le législateur, les citoyens doivent avoir autant confiance dans leur législation nationale qu'européenne et il faut que l'on cherche les voies et moyens pour que l'Union européenne apporte une valeur ajoutée qui sans elle n'existerait pas. Et donc je pense que vos arguments sont très valables. Je sais que politiquement c'est extrêmement compliqué, mais ce sont de bons arguments pour confirmer que le budget européen ne doit pas servir à gaspiller ou dépenser de l'argent, mais bien se concentrer sur des choses qui sont très intéressantes pour le citoyen lambda et pas uniquement pour une élite. Sur la source des malices et là où les ingénieurs sont. Il y a la police, il y a l'intelligence qui est toujours là, qui détecte où il y a des malfaiteurs sur l'Internet. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des malfaiteurs. Ils créent de nouvelles technologies. Mais ces technologies sont utilisées pour quelque chose qui n'est pas pour la cause, pour le bien-être de la société. Alors, c'est pas de stigmatiser, de dire les gens qui créent les nouveaux mécanismes, par exemple l'intelligence artificielle. Maintenant, Elon Musk, Hawkins, tout le monde dit que ça peut être un des plus grands dangers pour l'humanité. Le développement de l'intelligence artificielle, ce qui ne veut pas dire qu'il va arrêter le développement. Et même la Commission européenne a son programme pour l'intelligence artificielle. Alors, le développement des technologies doit être stimulé. Et bien sûr, et c'est le travail exactement de la coopération dans le secteur de la sécurité digitale, de trouver où il y a des malfaiteurs qui utilisent les nouvelles technologies pour causer des problèmes aux gens. Alors, c'est pour ça qu'on discute de ça. 10 ans, c'est une période, vous avez mentionné les 10 années pour arriver à un accord sur les standards de qualité. Pour 10 ans dans le secteur numérique, la vie change totalement. Si l'on commence à négocier maintenant quelque chose, dans 10 ans, ce sera tout à fait une autre chose. Alors, il faut se presser. Il n'y a pas de temps à se donner pour discuter à l'aise tous ces problèmes, parce qu'on va discuter quelque chose qui n'existe plus. Merci. Well, I thank you very much for this lesson and this. Merci beaucoup pour toutes ces informations, ces exposés. Nous allons lever la séance.